Ok, perfect. C'est tout bon. C'est tout. Je vois la bonne humeur. Je peux demander si il est temps. Ouais, là, c'est bon. C'est dans une minute. Non, c'est Attaque. On me laisse tranquille. Attends, Pour le starter. record, il est où? Alors, Non, ça enregistre là. Oui, c'est enregistré. Ok. J'ai déjà fait. Ok, super. Donc, si tu veux muter maintenant, tu peux cliquer mute. Ah, bah, c'est bien. Super. C'est bon. Ça marche. Should be all good. C'est super. c'est tout bon. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Nous sommes le 23 novembre, veille de Thanksgiving. Tout est fermé. On attend les minutes du FOMC meeting ce soir à 20h, sauf erreur. Et on va faire le tour aujourd'hui du sujet des mines, et comme dirait Marco, qui sont au fond du trou. Alors oui, la question c'est, sont-elles au fond du trou? Alors on arrive, tac, voilà. Ok, tout d'abord, ce que vous savez, le trading sur Swissquote, l'agenda, ne regardez pas ça, c'est pas le bon agenda, parce que là, c'était ce qu'on avait fait la semaine passée. Les CFD sont des instruments complexes, etc., etc. Donc, il faut qu'il y ait un disclaimer, le voici. Maintenant, que sont les dots? Les dots, vous le savez. Voilà, Swiss Derivative OTC Trading System, vous le connaissez aussi. Chose qu'il est bon de rappeler, c'est qu'il y a 5 partenaires dans les dots, c'est-à-dire 5 market makers qui sont nommément Goldman Sachs, UBS, Société Générale, Vontobel et BNP Paribas. 4 catégories de produits. Aujourd'hui, on va en prendre que 2, tout simplement pour une raison simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour tous les titres tous les instruments disponibles. D'accord? Donc, on a été chercher les instruments qui étaient disponibles pour l'industrie. Industrie minière. Commençons sur cette industrie minière. Bonne ou mauvaise mine, à vous d'en décider. En fait, voilà à quoi ressemblent certaines des mines à ciel ouvert. C'est assez impressionnant. Et donc, il y a du matos. Et a priori, quand il y a du matos, a priori, il y a de la pollution. Alors, pourquoi est-ce qu'on extrait des métaux? Alors là, il y a 4 petites figures fort sympathiques. Si l'on commence en haut à gauche, effectivement, c'est la voiture électrique. Pour avoir une voiture électrique, comme pour avoir une voiture normale, on a besoin de métaux. Quand on continue dans le côté, on veut sauver la planète, sur la droite, vous voyez des éoliennes. Qui dit éoliennes, jusqu'à preuve du contraire, elles ne sont pas construites en bois. Ensuite, les panneaux solaires, même réflexion, ce n'est pas du bois, il y a des semi-conducteurs, il y a des métaux, il y a du verre. Verre égale aussi, on ne va pas extraire du verre évidemment, mais pour créer du verre, il faut extraire des métaux. Au fond, à droite, c'était tout simplement pour vous montrer l'intérieur d'un barrage. Donc, il y a des turbines. Donc, effectivement, un barrage crée de l'énergie propre a priori, mais pour ce faire, il y a des turbines et les turbines, là aussi, ne sont pas faites en bois. Donc, si on reprend ces 4 slides et puis on introduit quelques petits éléments. Alors, la fameuse énergie verte. Donc, mine, pour les gens qui suivent l'ESG ou l'ISR en français, pour ceux qui disent ISR, enfin pour les Français, pas pour nous, eh bien, ça veut dire que nous allons sauver la planète. Évidemment, on ne parle que d'énergie verte parce que, a priori, il y a moins de CO2, il y a moins de réchauffement climatique, etc., etc. Alors, une voiture. Reprenons le slide précédent qui montrait une voiture électrique. Donc, on a compris qu'une carrosserie brute d'une voiture, c'est majoritairement composé d'acier plus ou moins résistant. Évidemment, il y a aussi d'autres matériaux comme du plastique, évidemment, aussi dans les carrosseries. Une chose que l'on sait, mais c'est toujours bon de le rappeler, c'est que dans une voiture conventionnelle de gamme moyenne, on prenait les petites Renault, enfin, regardez la Renault Zoé en dessous, mais ça c'est une autre histoire. On parle de voiture, non? Là, on parle de voiture, donc effectivement, c'est Renault, oui, c'est le prénom aussi de certaines personnes. Le Renault, c'est pas une voiture, je parle d'une Zoé. Ouais, non, c'est bon, j'arrête de ils ont enlevé les chevaux. J'arrête de dire. Donc, il
Dans une voiture conventionnelle, normale, c'est 25 kg de cuivre, parce que jusqu'à preuve du contraire, il faut quand même des connecteurs, donc il y a aussi du cuivre. Un véhicule électrique, c'est plus de 70 kg. On ne parle pas des grosses voitures électriques, parce que là, ça dépasse les 100 kg. Ensuite aussi, pour une batterie, donc la fameuse Renault Zoé, sacré Renault et sacré Zoé, il faut compter 7 kg de lithium, 11 kg de manganèse, 11 kg de cobalt, 34 kg de nickel. Jusqu'à preuve du contraire, ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas une pluie infinie, non, ça sort de la terre. Si on reprend les éoliennes, donc en haut à droite, vous voyez, en fonction que ce sont des éoliennes offshore, c'est-à-dire dans la mer, par exemple, par rapport à onshore, qui est sur la terre, vous voyez que pour le mât, pour les fondations et pour les câbles marins, en ce qui concerne les éoliennes offshore, nous utilisons de l'acier, de l'aluminium, du cuivre, du sable, du verre, des plastiques, des produits pétroliers. Donc, plastique et produits pétroliers, c'est à peu près la même chose. Autres aussi. Dans les fondations, évidemment, on ne va pas planter ça tout simplement dans la terre. Non, il faut de l'acier et du béton. Et dans les câbles sous-marins, on reprend l'idée d'avoir du cuivre, du plomb, de l'acier et du PEX. Donc, tout ça pour dire, c'est que même si ça a l'air d'être très beau et puis que le vent souffle dans les cheveux de Thomas qui repousse lorsqu'il est en décapotable, il souffle aussi dans les éoliennes, et ces éoliennes ne sont pas construites en bois. Quand on descend sur le graphique, on va dire ça, l'image en bas à gauche, c'est tout simplement la composition d'un panneau solaire. Donc vous voyez qu'il y a un cadre en aluminium qui peut être recyclable, hein, ceci étant dit. Il y a aussi du verre qui peut être recyclable. Ça, c'est assez intéressant de voir que l'on peut aussi recycler. Donc, il n'y a pas que à prendre directement le matériau brut. Après, il y a des conducteurs en argent ou en cuivre, réutilisables. Il y a des cellules en silicium et des boîtiers de jonction. Donc, vous voyez que là, c'est réutilisable, mais au départ, le premier qui aura été réutilisé, c'est sorti d'une mine. C'est pas sorti comme ça par hasard. Et quand on prend les barrages, jusqu'à preuve du contraire, les barrages sont conçus en béton ou en maçonnerie. Les digues, blablabla, sont en terre ou en enrochement. Donc, quoi qu'il en soit, enrochement veut dire qu'il va falloir extraire ces gros morceaux de pierre. Les conduites forcées sont en acier, les tôles plates. Donc, de nouveau, vous voyez qu'il y a des matériaux qui sont des dérivés, en fait, des matériaux des matières premières. Et les turbines sont en acier et autres composants, mais composants qui sont aussi liés à l'industrie minière. Alors, l'industrie minière, il y en a pas mal. Alors, Glencore, qui est la quatrième sur le slide, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, elle est basée en Suisse et qu'elle était dans l'actualité parce que notre ami Elon, le fameux Elon, lui avait pris des participations dans Glencore parce qu'il a besoin de lithium pour les batteries des Tesla. Mais bon, donc nous, on regarde BHP et Rio Tinto. Ce qui est assez intéressant dans cette petite slide, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a regardé, qui a dit, ben voilà, est-ce que c'est surévalué, sous-évalué? Et on voit que, a priori, pour ces gens-là, BHP est 9% surévalué et Rio Tinto 1% surévalué. Ça date de vendredi passé. Donc on voit qu'il y en a d'autres qui sont sous-évalués, comme Glencore, ça faudra qu'on me l'explique. Anglo-Américaine sous-évaluée, après on part en Chine ou on part au Canada, donc ça devient différent. Donc notre propos, c'est de parler plutôt des toutes grosses que sont BHP et Rio Tinto. Ceci étant dit, Anglo-Américaine est aussi une grosse société. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'industrie minière par rapport à ce qui est coté en bourse. Alors parlons de Rio Tinto. Alors, Rio Tinto est évidemment une société minière et métallurgique. Elle est présente dans 35 pays. C'est pas mal. Donc, on voit, ça démontre effectivement la taille de l'entreprise. Elle est plutôt grande. Lorsque vous allez sur le site de Rio Tinto, vous voyez que la société est divisée en 4 groupes de produits, l'aluminium, le cuivre, les minéraux et le minerai de fer. Ce que j'ai pris en dessous, c'est ce que Morningstar a écrit. Donc, vous voyez, il y a des évaluations, et puis après, il parle des dividendes et des splits. Donc, vous voyez que la market cap est assez énorme. Vous voyez que le PE, le price earning, est à 6, donc c'est relativement bas, que le forward PE est à 9,33, donc celui d'aujourd'hui est à 6, celui dans 12 mois est plutôt à 9.
Donc, a priori, c'est déjà un petit tilt, c'est-à-dire, mais pourquoi plus tard c'est à 9 et c'est pas à 6 comme maintenant et que ça descend pas à 5? Après, il y a le prix de l'action par rapport à ses ventes, c'est 1,76, donc ça va. Le price to book, la book value, c'est en gros la valeur de l'entreprise quand on tient compte de la valeur des mines, la valeur du matos qu'ils ont mis dans les mines, ce genre de choses. Donc ça, c'est tangible et mesurable, contrairement à un book value d'une société de software comme Microsoft. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intangibles. Après, il y a l'enterprise value par rapport aux revenus et par rapport à l'EBITDA, c'est-à-dire les revenus, on va dire les bénéfices avant dépréciation et amortissement. Donc, c'est encore relativement correct. Ce qui est intéressant aussi sur la droite sont les dividendes. Donc, vous voyez que le dividend rate actuel, enfin le yield surtout, c'est 10,43%. Donc, quand vous achetez une Rio Tinto, vous achetez du 10,3%. Simplement, c'est que dans l'annuel, il y a déjà des dividendes qui ont été payés. Donc, on ne sait pas si l'année prochaine, ils vont payer le même montant de dividendes. Ce qui est aussi intéressant, c'est ce qu'on appelle le payout ratio, c'est-à-dire des bénéfices, combien de pourcentage des bénéfices partent dans les dividendes, et là c'est du 73%. Ça vaut la peine d'être expliqué en une seconde, c'est-à-dire que si une société gagne 100 et qu'elle distribue 73, il lui reste quand même, grosso merdo, 27% de ses revenus pour autre chose. Autre chose, ça peut être réinvestissement dans l'appareil productif, réinvestissement pour l'achat de nouvelles mines, par exemple. Alors que si c'était du 100%, ça veut dire qu'il ne resterait rien pour donner un peu de sang à l'entreprise, c'est-à-dire du cash flow. Donc, méfiez-vous par rapport au payout ratio, parce qu'une société qui a un payout ratio très, très, très élevé veut dire que si les bénéfices baissent, de facto, s'il garde le même payout ratio, le dividende va baisser aussi. Donc ça, il faut le savoir. Le dividende, la date de dividende, c'était le 21 septembre. L'ex-dividende, c'est-à-dire ils annoncent le 10 août quel sera le dividende et dire voilà la date lorsque le dividende sera détaché, c'était le 21 septembre et ça c'était passé donc en 2022. La dernière fois qu'ils ont fait un split, c'était 4 pour 1 et c'était en 2010, donc il y a fort, fort, fort longtemps. Donc effectivement, il y a des sociétés dont le cours en bourse monte très fortement et a priori, ça dérange certains investisseurs. Donc pour recréer de la liquidité, ils divisent le cours, donc le split, pour donner un petit peu plus d'attrait parce qu'un client qui veut acheter, par exemple, je sors des industries minières, mais du Berkshire Hathaway à 25 000 $ pièce, c'est peut-être un peu embêtant. S'il divisé par 10, ça fait 2 500 $. C'est encore cher, mais c'est encore jouable. Mais s'il divise par 100, c'est encore mieux pour créer de la liquidité. Il y a certaines sociétés qui n'ont pas envie de créer de liquidité, donc qui ne créent pas de split. Ça, c'est le forecast. Ceci explique pourquoi le PE, le price earning, pour les 12 prochains mois est plus haut que celui qui est actuel. Rappelez-vous, 6%, enfin 6 de PI, pas 6%, 6 de PI sur le trailing, sur les 12 derniers mois, et 9 sur les 12 prochains mois. Pourquoi? Parce que les analystes, a priori, voient pour l'année prochaine une baisse des revenus. Baisse des revenus pour l'industrie minière, c'est assez logique, parce que si vous pensez que l'économie ralentira l'année prochaine, chose qui est à peu près sûre, en tout cas tous les économistes sont bien d'accord là-dessus, que ce soit le Fonds monétaire international, que ce soit l'OCDE ou que ce soit d'autres économistes. J'ouvre une parenthèse, aujourd'hui à midi, il y a une présentation de l'économiste et du CIO, du Chief Investment Officer de Fidelity Europe. Eux voient une récession l'année prochaine à 80% de probabilité, et dans ces 80% de probabilité, il y a quand même une probabilité d'environ 25% qui serait du hard landing, c'est-à-dire une récession assez profonde. Donc à partir de là, s'il y a une industrie cyclique par définition, c'est bien les mines. C'est-à-dire que si l'activité économique se contracte, les demandes de véhicules, etc., se contractent aussi. Donc ça se voit d'abord dans la consommation et ensuite dans les titres miniers. Donc voilà pourquoi on voit plutôt une baisse des revenus l'année prochaine. Mais ça, on le sait maintenant.
Donc, du moment que c'est écrit là, c'est bon, on le sait. Le graphique de Rio Tinto, ça c'est depuis 2007. Donc, vous voyez qu'en 2008, lorsqu'il y a eu la crise financière, les mines ont aussi souffert. Donc, le titre a fortement baissé, c'est moins que l'on puisse dire. Période de consolidation pendant un bon moment jusqu'en 2016. Et là, ça repart. Donc, effectivement, l'économie repart, tout va bien. 2020, rappelez-vous, c'était un petit peu cata aussi. Et tout d'un coup, ça explose, tout va bien. Hélicoptère monnaie, on relance l'économie. Les banquiers centraux nous emmènent droit contre un mur de béton. Donc, c'était parfait pour les miniers. À partir de maintenant, en analyse technique, enfin, on va dire depuis milieu 2021, c'est pas forcément jojo. Il y a un bon rebond sur un support à 4500, mais on reste quand même dans un triangle latéral. Ouais, pas terrible, terrible. Ouais. Objectif de cours, ça c'est sorti de zone bourse, comme on l'a fait déjà quelques fois sur d'autres titres. Donc vous voyez que le consensus, c'est plutôt de conserver. Hein. Donc il y a 11 analyses qui sont plutôt à conserver. Acheter, accumuler, il y en a quand même 9. Par contre, personne n'ose vraiment alléger ou vendre. Personne n'a mis put your balls on the table. Hein. Donc, le cours, là, c'est en dollars. Comme je l'ai mis dans le titre, c'est en dollars. Donc, faites attention par rapport au graphique précédent où ce n'était pas en dollars. Donc là, c'était en pounds, en livres sterling. Donc là, vous voyez en dollars. Alors, l'objectif du cours haut de celui qui dit acheter, c'est 84 ou 83 dollars. Le cours bas, c'est 43 dollars. Donc, celui qui dit vendre, ou les deux qui disent vendre, c'est plutôt, on redescend à 43. Donc, c'est 30% de baisse. Par contre, l'écart par rapport à la hausse, ceux qui sont bullish, c'est plutôt 30% de hausse. C'est assez barge comme. Ouais, c'est 50%, 100% même. Ouais. Entre les cours bas et les cours hauts, c'est spectaculaire. Donc, ça donne assez de latitude pour s'amuser sur les dots. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune idée, déjà. Celui qui a conservé, c'est celui qui a décidé d'aller manger la dinde demain et puis de faire un long week-end et puis après de se demander s'il va acheter une nouvelle villa à Long Island ou bien pas. S'il a du cash, c'est parfait. S'il doit emprunter, c'est un peu plus embêtant. Mais par contre, je ne sais pas si ce mec-là a déjà travaillé dans une mine. Si on prend BHP, donc, c'est une autre société, comme vous le savez. Aussi, 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Minerai de fer, charbon, potasse. On va dire potassium. Donc, potassium égale engrais, si jamais. Cuivre et nickel. Market cap aussi assez importante. Le forward PE, donc quand on reprend le price to earnings, donc vous voyez que le trailing c'est 7, le forward c'est 10. Avant c'était 6 et 9, là c'est 7 et 10. Donc, dans l'imaginaire des analystes, il va y avoir une contraction des revenus de facto. Après, les price to book, etc., on en a déjà discuté avant sur l'autre titre. Par rapport au dividend yield actuel, donc c'est sur 12 derniers mois, c'est 7,42%. Donc c'est sensiblement moins, évidemment, que nos amis de Rio Tinto qui étaient à 10. Et puis, le forward, par contre, il reste à 10, c'est assez marrant. Le payout, alors là, il est un petit peu tricky, diraient les anglo-saxons, c'est 87%. Donc 87% des revenus sont distribués. C'est beaucoup. Là, ça commence à être beaucoup, beaucoup. Donc, à nouveau, c'est contraction de l'activité égale contraction des revenus. Donc, 80% d'un revenu en baisse, c'est moins que l'année précédente. Ça, c'est important de le savoir parce que si des gens achètent ce genre de titre pour le rendement du dividende, si le dividende se contracte, les investisseurs vont plutôt partir. La même chose par rapport au forecast, donc aux prévisions des revenus. Donc, on voit exactement la même chose qu'avant. Là, on voit que le compounded growth, c'est-à-dire ce qu'il y a tout au fond, moins 8%, c'est pratiquement la même chose qu'on avait sur Rio Tinto, qui était à moins 9%. Donc, tout le monde est bien d'accord que contraction de l'économie l'année prochaine, récession en tout cas, plus forte en Europe qu'aux États-Unis, mais récession quand même a priori mondiale. Donc, toujours ce fameux donc, les titres
Est-ce qu'ils ont déjà tout anticipé dans le cours ou pas? Ça sera la question qu'on va se poser. Et donc, comment essayer de jouer soit la hausse, soit la baisse? Ça, c'est juste le graphique BHP depuis 1998. Avant, c'était 2007 pour Rio Tinto. Donc, vous voyez qu'en 2008 aussi, ça avait baissé. Mais on voit qu'à partir de 2016, exactement comme Rio Tinto, c'est monté avec un top, on redescend. Par contre, là, le chart est un peu plus haussier que ne l'était celui de Rio Tinto, qui avait cette espèce de flag, ce drapeau qui n'était pas terrible. Là, c'est à plus court terme, c'est toujours intéressant de le voir. Donc, on voit qu'il y a eu une phase de consolidation depuis le mois de juillet, et puis qu'on est toujours dans cette phase de consolidation avec une espèce de top vers les 2500 pounds, là c'est en pounds, et puis un bottom environ à 2050. Donc, on voit qu'il y a quand même cette phase de consolidation qui est quand même 2050 à 2450 ou 2500, c'est 400, 450 points, c'est énorme à part ça. Donc, voilà, ça c'est le graphique à très court terme. Les objectifs de cours, là, le même exercice qu'avec Rio Tinto. Donc, on voit que là, celui qui est plutôt en allégé, ça serait moins 21%, c'est nouveau en dollars. Hein, faites attention, avant sur les graphiques, c'était en pounds. Par contre, par rapport à la hausse, l'objectif hausse, ça serait 72%. Waouh! Mais de nouveau, les gens sont plutôt sur conserver. Donc, quand on dit conserver neutre, c'est je n'ai aucune opinion. Donc, quand je n'ai aucune opinion, c'est toujours très embêtant. La personne, l'analyste, conserve son job, mais nous, on ne sait toujours pas comment il faut investir dans ce genre de situation. Mais à ton avis, ce n'est pas aussi une question de politique, puisque finalement, aujourd'hui, si tu dis il faut vendre les minières avec l'environnement qu'on a, comme tu viens de l'expliquer, on a quand même besoin de tout ça. Tout le monde, instinctivement, se dit oui, mais on vend des voitures électriques, on vend des batteries, on vend des éoliennes, on vend l'ESG. Logiquement, il y a une espèce de logique de base qui te dirait ça doit monter. Aujourd'hui, est-ce que vraiment une banque peut se permettre de dire qu'il faut tout vendre le secteur minier dans cette situation-là? Ouais. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les analystes sont mesurés par rapport à leur performance vis-à-vis d'un indice de référence pour rebondir sur le fait de dormir la nuit. Donc, quand on dit neutre, le titre monte. L'analyste dit, mais j'ai pas eu tort. Le titre baisse, il dit, heureusement que je vous ai dit de ne pas acheter. Alors ça, je l'ai vécu perso chez Pictet et c'était à hurler de rire de voir 34 analystes en étant neutres. C'était à hurler de rire. Donc, franchement, c'est pour ça qu'il n'y en a plus d'ailleurs chez Pictet d'analystes. Mais il n'y avait pas de valeur ajoutée. Donc, c'est vrai que le politiquement correct peut nuire à une prise de décision de la part de l'investisseur qui va lire. C'est peut-être que oui, peut-être que non, bien au contraire. C'est toujours très embêtant. Donc, nous, le propos, c'est pas de vous dire il faut acheter ou il faut vendre. Le propos, c'est que, voilà. Quand on a fait l'Outlook avec Thomas l'année passée pour 2023, où nous étions d'accord, 2022, pardon, nous étions d'accord sur le fait que d'acheter la tech, ça serait bien. Là, en tout cas, moi perso qui dis la tech, là, planter de chez planter, ça c'est clair, net et précis. Et pourtant, Dieu sait ce qu'on utilise la tech. Regardez, mais regardez tout ce que vous recevez dans les boîtes aux lettres pour le pré-Black Friday, le Black Friday, le truc. Il y a là l'industrie du papier, ça va bien. Hein. Donc, on vend quoi? On vend de la tech. On vend de la tech. Donc voilà. Bon, simplement que les semi-conducteurs, c'est pas bon parce que c'est très cyclique. C'est l'équivalent de l'industrie minière pour la tech. Donc ça s'est planté. Les FANG, n'en parlons pas. Mais ça, c'est pas la tech que nous on aime. Nous, on aimait plutôt la tech, la vraie. C'est comme ça. C'est peut-être un peu stupide de le dire comme ça, mais enfin, la vraie. Mais voilà quoi. Donc nous avions aussi dit, entre autres dans la joie et la bonne humeur, qu'on aimait bien les industries qui polluent un max. Ça a marché. Ça a marché. Mais ça veut dire que net, un truc s'est planté, l'autre truc est monté. Peut-être qu'en equally weighted, ce que l'on a dit n'était pas trop mauvais. Peut-être qu'on aurait perdu 1 ou 2% dans un marché qui en perd 12 ou 13. Bon, après, c'est vrai qu'on voit aussi de mémoire, on disait souvent à l'époque qu'une banque, une banque d'affaires américaine, mettre un sell, une recommandation à la vente, ça se fait pas parce que c'est mauvais pour le business de l'autre côté, le côté M&A, enfin le côté acquisition. Donc, oui, avec Thomas, on a vécu à l'UBS le fait d'un analyste à UBS Zurich qui avait mis Suissair à vendre. Il s'est fait virer, mais il avait raison. Voilà. Donc, ça explique pourquoi beaucoup d'analystes vendent plutôt la hausse que la baisse.
Et donc, quand ils pensent que ça va baisser, ils se mettent en neutre. C'est pas mal comme truc. Alors, dans les cas pratiques, vous allez voir que par rapport aux 5 providers de DOTS, on en a pris 2, c'est Société Générale et BNP, parce que en fait, on a beaucoup aimé Macron se mettre un peu partout, donc on s'est dit on va continuer à l'aimer. Hein. Alors, récapitulons, Rio Tinto graphique. Si quelqu'un faisait un petit peu d'analyse technique, on va dire, on va prendre le bas du drapeau, ça serait 3000, donc ça serait milieu 2020. Ah, le point bas, d'accord. Ouais, le point bas. Après, le point haut, ben, c'est un peu plus haut au milieu 2021. Et depuis là, vous voyez que là, il y a quand même une ligne qui baisse. C'est-à-dire, si vous reliez le plus haut à 6250, etc., donc on voit que là, c'est plutôt baissier. Donc, il y a une pression un peu baissière qui arrive quand même sur un plateau, j'allais dire, avec une résistance vers les 4005. Donc, en général, si on ne casse pas le trend baissier, on aurait plutôt tendance à dire c'est un petit peu faiblard et on pourrait redescendre vers les 3000. Si on devait casser à la hausse, alors c'est toujours les si, on pourrait monter de nouveau à 6005 en pounds. Le Varan call, là on joue la hausse. Donc rappelez-vous, là nous sommes toujours en pounds. Donc nous sommes grosso modo, donc vous voyez 5250, 5500. Donc vous voyez sur tout au fond qu'on est à, lorsque cette slide a été créée, le prix était à 5256 pounds. Le knockout veut dire quoi? C'est-à-dire que si on descend à 4415, c'est très bizarre, mais bon, parce qu'il faut toujours multiplier les trucs. Donc ça veut dire que là, on serait exercé. Donc ça voudrait dire, je reprends le slide précédent, si on descendait vers les 4000, c'est-à-dire si on cassait cette espèce de support vers les 4500, eh bien, on pourrait descendre à 3000. Le call, avant qu'on descende à 3000, eh ben, il serait stoppé. Ça, c'est pas mal. Et peut-être qu'il y aura une petite valeur résiduelle, peut-être, mais on ne sait pas. Par contre, si vous jouez la hausse, vous êtes complètement libre, donc il n'y a pas d'échéance sur ce produit, c'est-à-dire que tant qu'on est en dessus du strike knockout, il n'y a pas de problème. Donc vous payez, vous devez acheter 10 Varan call pour qualifier pour acheter un titre. C'est à peu près ça. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc ça peut être pas mal parce que si on monte vers les 6500, vous avez un gros effet de levier. Voilà le graphique de Rio Tinto, le fameux call de Société Générale. D'accord ? Vous voyez qu'il a été émis en juillet 2022, qu'au départ, ça n'a pas été fabuleux, que le mois de novembre, c'était même mauvais vu qu'on a perdu 50% par rapport au prix d'achat, mais que quand il y a des rebonds, ben, ça remonte assez rapidement. Donc le rebond, c'était cette espèce de petite hausse qu'on a vue dernièrement. Donc on peut passer, je veux dire, celui qui est très malin, on va dire, il a acheté à 35 centimes, et puis maintenant, ça vaut 1,10. Il fait x3. Ah, c'est pas mal. Donc ça, c'est la beauté de l'effet de levier par rapport à des mouvements à court terme. Celui qui a acheté tout au début et qui l'a gardé parce qu'il l'a oublié, il est toujours gagnant. Le graphique de BHP. Donc vous voyez à court terme, depuis le mois de février, donc cette phase de consolidation dont on parlait avant, et le Varan call. Donc le strike knockout 2200, le prix 2383, le prix actuel, on va dire ça comme ça. Donc vous avez quand même un knockout qui est relativement proche. Si on reprend le graphique, 2002, c'est assez atteignable rapidement, a priori. Par contre, si on casse les 2005, on pourrait dire, on pourrait monter, chercher les 2007. Donc ça pourrait être pas mal. Donc là, vous payez 0,23, donc 23 centimes, il en faut 10 pour qualifier, donc ça veut dire 2 francs 30 pour acheter un Varan call pour qualifier le mouvement de un titre BHP. Là, c'est un Varan call de BNP Paribas. Et voilà ce qu'a fait le Varan call parce qu'il vient de sortir.
Donc, pour l'instant, vous seriez perdant si vous l'aviez acheté au départ. Donc, la variation, c'est moins 16%. Donc, comme quoi, c'est très volatile. Donc, l'effet de levier, il est super sympa quand il va dans votre sens. Quand il ne va pas dans votre sens, c'est plutôt merde. Les mini-futurs. Alors, voilà le graphique de Rio Tinto. Donc, vous vous rappelez de nouveau 4500, le support, etc., etc. Alors là, on va prendre un mini-futur short. Donc, on va jouer la baisse. Alors, dans les mini-futurs, comme dans les varans avec un stop, là, il y a aussi un stop. C'est-à-dire qu'il y a un stop loss à 5545. Donc, si on touche 5545 pounds, alors que nous sommes actuellement à 5246, vous perdez ce mini-futur. Par contre, il peut baisser. Là, on voit que c'est une volatilité de 20, etc., etc. Donc, il y a une petite valeur temporelle de 2 centimes, donc ça, c'est pas grand-chose. Parce qu'évidemment, comme il n'y a pas d'échéance, c'est très compliqué de calculer une valeur temporelle. S'il y avait une échéance, ça serait différent. Donc, si vous achetez une option listée, vous allez avoir une échéance, donc ce sera très facile de calculer d'une certaine façon la valeur temporelle, donc aussi la valeur intrinsèque, etc., etc. Donc là, vous voyez quand même, il y a une valeur intrinsèque de 66, ça veut dire que nous sommes dans le bon sens. Donc quand on achète à 69 centimes, on sait qu'on a déjà 66 centimes de valeur intrinsèque. Par contre, il ne faut pas que ça parte dans le mauvais sens. Donc il ne faudrait pas jouer la hausse. Donc avant, rappelez-vous, c'était des barres en call. Là, on joue un mini-futur short. Donc nous jouons la baisse. Voilà ce que ça a fait. Comme ça n'a pas baissé, eh bien, le prix du mini-futur, lui, par contre, a baissé. Donc vous perdriez 61% si vous l'aviez acheté au départ le mois de juin de cette année. Donc juste cette petite hausse nous coûte autant. C'est pas mal. Hein. Faut quand même faire attention. Hein. Là, pour une fois, c'est un graphique. Ça, c'est tiré de Swissquote. Hein. Vous pouvez le faire vous-même. C'est assez sympa. Donc, vous voyez en noir le cours de Rio Tinto et vous voyez ce qu'a fait l'instrument. Donc, lorsque la courbe orange a croisé à la baisse la courbe noire, donc vous voyez que le titre Rio Tinto est monté, et comme nous, on joue la baisse, il y a un déclenchement. Il y a un déclenchement, donc là, tout d'un coup, accélération, et on perd pas mal. Bah, il faut dire aussi qu'on se rapproche naturellement du strike, enfin, du moment où vous avez le knocké, le killé, en fait, donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette accélération baissière très rapide. Tout à fait. Oui, parce que là, il va y avoir des calculs de probe. Le market maker, lui, il a une calculette et puis il reprice son instrument au fur et à mesure des variations et au fur et à mesure des ordres qui vont être passés. Ça, c'est un petit truc dans les dots que vous devez faire attention par rapport aux instruments listés. Si vous jouez du listé, vous savez, c'est très, 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 très liquide. Là, c'est un instrument où il y a des market makers. Et Thomas avait expliqué à l'époque, c'est pas le cas maintenant pour ceux-là, parce que ceux-là maintenant, on les connaît et ils sont connus, donc il n'y a pas de problème. Mais il y avait des market makers qui étaient plutôt du style pas sympa. Bah, le problème, c'est que alors vraiment, avec la structure des dots, il est clair qu'il y a une obligation de traiter, donc le market maker doit être là, et donc il est obligé de vous faire un prix et de vous faire un prix qui tient la route puisqu'il est sur une plateforme régulée. La problématique qu'on a eu beaucoup à l'époque des varans, sur les varans où il n'y avait pas ce genre de plateforme régulée, donc ils se traitaient simplement en bourse électronique suisse, c'était simplement que finalement, bah, vous y aviez plusieurs market, il y avait un market maker qui était l'émetteur. Puis des fois, il y avait d'autres market makers qui traitaient sur ce varan. Mais il n'y avait pas d'obligation de traiter. Donc, si tout d'un coup, le market maker n'avait pas envie de vous faire un prix, eh bien, vous aviez un produit dans vos mains, un varan dans vos mains, mais vous ne pouviez ni le vendre, ni en racheter, parce que finalement, il n'avait pas envie de traiter. Et donc, c'était devenu un vrai problème. C'était un peu le Far West, parce qu'il n'y avait pas cette obligation. Ce qui est complètement différent par rapport aux produits listés, aux produits classiques qu'on trouve sur le Chicago Board of Trade ou sur l'Eurex, où là, les market makers ont l'obligation de traiter aussi également. Et puis, s'il n'y a pas de prix, vous pouvez toujours demander un prix et on vous donne, c'est une obligation. Alors que c'est vrai que dans les varans classiques, maintenant, ce n'est pas le cas sur les plateformes DOTS, il faut bien le préciser. On peut toujours obtenir un prix parce qu'il y a un contrat derrière. Mais des fois, il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on a eu à l'époque des aberrations assez spectaculaires. Je ne sais pas si je vais vous raconter cette anecdote ici, mais
Je la raconte quand même de nouveau. Il y a eu quelques années, on s'est retrouvé avec un collègue short sur un varan. Il faut savoir qu'un varan ou une option call cotée en bourse suisse, vous n'avez pas le droit d'être short. C'est interdit. Nous, on s'est retrouvé short par erreur. Et donc, du coup, on a appelé le market maker pour lui dire on s'est trompé, on aimerait se racheter. Et en fait, le market maker a pensé qu'on essayait de jouer contre lui. Et donc, il a dit bah ouais, mais tu me rachètes, donc je te monte le prix de 30%. Puis on lui dit mais non, on s'est juste trompé. Est-ce qu'on peut juste pas défaire la trade? Bah non. Et donc, du coup, on a dû se racheter 30% plus cher en prenant une perte assez conséquente sur le moment, tout simplement parce que finalement, il n'y a pas de règle. C'est le Far West. Voilà. Alors maintenant, l'avantage avec les plateformes DOT, c'est que ça, c'est du passé. Mais si vous avez traité des varans ou des knockout varans qui sont traités sur la bourse électronique suisse et qui ne passent pas par les plateformes DOT, il faut faire des fois attention parce qu'on peut avoir des market makers, quand ils partent en vacances et ils n'ont personne pour les remplacer, il n'y a personne qui traite et résultat, si vous avez un varan illiquide, eh bien, vous vous retrouvez dans la situation de. On m'avait appris ça quand j'ai commencé à l'époque au trading. On m'a dit une des règles principales dans l'investissement, c'est ce qu'on appelle le cockroach house, la maison à cafard. You get in, but you never get out. Vous rentrez dans la maison, mais vous mourrez dedans, vous ne pouvez jamais sortir. Et donc, il faut faire très attention à ce type de produit. Ce n'est pas le cas de ce qu'on vous présente aujourd'hui, mais il faut savoir que ça existe. Ok, maintenant regardons BHP. Évidemment qu'on a regardé Rio Tinto en call et en put. BHP, ce sera la même chose. Voilà le graphique depuis le mois de février. Et le mini futur short. Donc, vous voyez de nouveau dans la dernière colonne en bas où il y a le petit signe rouge qu'on était à 2382 pounds. Et là, il y a un stop loss à 2597. Donc, si on passe à 2597, on touche ce stop loss. De facto, vous perdez votre mini futur short. Tant que ça baisse, vous gagnez de l'argent. Donc, il y a un effet de levier. Ça, vous le voyez sur la dernière colonne. Deuxième segment, levier 6,82. Ça veut dire que c'est un produit à levier. Donc, pour un point de baisse sur le titre, il y aura 6 points de hausse sur le produit, parce que là, nous jouons la baisse. Voilà ce qu'a fait ce produit depuis le mois d'octobre 2022. Donc, il a été lancé et comme il y a eu un rebond sur Rio Tinto et sur BHP, évidemment, vous perdriez 50%. Alors, de nouveau, ça, c'est pour celui qui a voulu jouer la baisse. Tant que le knockout n'est pas touché, et vous pouvez soit vendre, soit le garder. Ça, c'est de nouveau par rapport au titre. Donc, vous voyez que le cours de l'action BHP est en noir, le cours du mini futur short est en violet, en orange, les couleurs de Swiss Gold. Et donc, on voit qu'effectivement, c'est pas très visible comme ça, mais le cours de l'action est quand même monté ça se voit pas, mais c'est bien monté. Et l'expression du titre qui est monté, c'est le DOTS qui baisse, avec cet effet de levier. Donc rappelez-vous, on gagne beaucoup d'argent avec les produits à levier, on en perd beaucoup, mais grâce au DOTS, on ne perd pas plus que sa mise de départ. Ça, c'était le deuxième axe qu'il faut toujours rappeler. C'est la fin, donc pour rester dans l'industrie minière, il faut creuser un puits avant d'avoir soif. Donc, si quelqu'un a des titres miniers comme BHP et Rio Tinto, il peut y avoir des stratégies de hedging grâce au varan ou au mini futur. Ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait imaginer que l'investisseur long terme a envie de se dire j'ai besoin des mines, j'ai un très bon rendement du dividende qui est toujours excellent par rapport à ce que les banquiers centraux nous offrent comme rendement. Donc, c'est toujours ça. Donc, les gens vont faire un petit peu ces trade-off. Combien je gagne si je place sur du 10 ans Confédération, du 10 ans américain T-Bonds ou du 10 ans européen? Toujours la même histoire. Ou bien, est-ce que j'achète un titre qui me donne un très bon dividende, je dors dessus comme je dors sur les obligations pendant 10 ans, et puis là, je dors pendant 10 ans. Simplement que quand il y a des trous dans les marchés, qu'est-ce qu'il faut faire? Vendre le titre au risque justement de perdre ce fameux dividende ou bien de hedger ma position.
Donc les DOTS sont à la fois des produits de trading, surtout ceux qu'on vous a montrés, mais aussi des produits de hedging. Donc n'oubliez pas que ça sert aussi à ça. Oui, dans le cas présent, sur un mini futur short sur BHP par exemple, juste pour l'action concrète, vous avez un titre en position, vous ne voulez pas le vendre, vous voulez continuer à encaisser le dividende, mais vous n'avez pas envie de prendre le risque sur la baisse finalement, eh bien vous achetez aussi un mini futur short derrière qui va probablement vous protéger. Déjà, si ça se pète la figure, vous allez gagner ce que vous perdez sur le titre, donc ça c'est bien. Et puis dans l'autre sens, si le titre continue à monter, bah, vous allez continuer à profiter de la hausse du titre. Vous aurez perdu ce que vous avez mis sur le mini futur short quand vous allez vous faire stopper. Mais par contre, cette prime-là doit être perçue comme une prime d'assurance, un peu au même titre qu'assurer une voiture, ou, Oui. etc., etc. Donc n'oubliez pas, de nouveau, les options sont aussi faites pour ça, parce que les gens ont toujours cette impression qu'il faut faire du trading. Beaucoup de sociétés de trading offrent des cours sur les options et qui montrent à quel point c'est super et qu'on gagne beaucoup d'argent. Non, on peut aussi en perdre beaucoup. De nouveau, les DOTS vous protègent par rapport à la perte, vous protègent parce que vous ne perdez pas plus que ce que vous avez mis, alors que dans du listé, vous pouvez perdre plus. Et surtout sur les futurs, ce qu'on avait expliqué à l'époque, c'est que vous êtes short un futur, ça peut faire très très mal parce que vous allez avoir des appels de marge et ce genre de choses. Et effectivement, c'est plutôt, c'est très embêtant. Là, au moins, vous savez, c'est exactement comme une assurance. Quand vous achetez une assurance par rapport à votre voiture, eh bien, si la voiture se crache, ok, vous avez l'assurance pour vous hedger. Ça, ce qui est bien. Si elle ne se crache pas, vous allez dire, mais pourquoi j'ai pris une assurance? Donc, vous perdez, entre guillemets, la prime, mais vous dormez la nuit. Ça, c'est le principe de l'assurance. Ça permet à Zurich de vous payer des beaux dividendes accessoirement. Et la Baloise aussi. Et la Suisseray également. Et la Suisseray aussi. Ouais. Si vous avez des questions, c'est le bon moment. Si jamais il n'y a pas de questions, il y avait eu une question la dernière fois par rapport à ce que l'on pensait du dollar contre franc suisse. De nouveau, par rapport à ce que j'ai entendu aujourd'hui par le CIO de Fidelity Europe et l'économiste de Fidelity Europe, eux sont plutôt bearish dollar. Donc c'était un petit peu ce que nous avions dit la dernière fois, c'est que comme le marché a déjà anticipé les futures hausses de la Fed, nous sommes plutôt en train de regarder quand est-ce que la Fed va baisser ses taux. L'Europe est un petit peu en retard, donc en termes de banquiers centraux, parce que nous sommes comme d'hab à la traîne. Donc effectivement, il va y avoir cette espèce de différentiel qui fait qu'à un certain moment, le dollar ne sera plus aussi attrayant que l'euro par rapport au différentiel de taux. C'est ça qui va motiver. En plus, les gens sont assez contents si le dollar baisse. D'ailleurs, comme il a un petit peu baissé, si vous regardez le MSCI Emerging Market, non, Asie ex-Japon, hier, depuis le début du mois, il était en hausse de 12%. Donc ça, c'est l'effet dollar. Parce qu'on a toujours peur d'un dollar très fort pour les pays émergents, parce qu'eux, s'ils ont des dettes en dollars, ils ont des revenus en monnaie locale, et puis ça crée un différentiel qui n'est pas fort sympathique pour eux. Donc ça, c'est un truc aussi à surveiller. Donc c'était assez intéressant. Et je redis de nouveau, tous les économistes, que ce soit ceux du FMI, de l'OCDE, qui ont sorti leurs prévisions il y a une semaine ou avant-hier, voient une baisse de l'activité économique au niveau mondial l'année prochaine. Et là, en termes de croissance du PIB, c'est grosso modo 1% aux États-Unis. L'Europe, ça serait plutôt plus bas, avec même un PIB négatif en Allemagne. Alors que sur les pays émergents, à part évidemment la Russie, c'est plutôt entre 3 et 4%. Un peu plus de 4% pour la Chine. Ok, c'est calme ce soir, tout le monde attend les minutes du FOMC meeting. Non, la dinde. Non, la dinde. La dinde. On fait Thanksgiving maintenant en Europe, non, oui, on bah, Halloween, ça je savais, ouais, Thanksgiving. Bah, il y a aussi le Père Noël, hein, jusqu'à preuve du contraire, c'est Coca-Cola. Il est 18h44, vous n'avez pas de questions. Si c'est le cas, je vous laisse encore 30 secondes et puis sinon, nous, on s'en va. Ouais.
D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de questions. Bah écoutez, on vous remercie d'avoir été là ce soir et on vous retrouve la semaine La semaine prochaine, ouais. Ouais, la semaine prochaine avec un nouveau webinaire qui sera basé sur, Je sais plus. tu sais plus. Mais toujours dans la même thématique, hein, c'était le suivi finalement après les. Non, les 2 prochains webinaires, ce sera pétrole et semi-conducteurs. Ça vaut la peine parce que là, on a pris les choses qui polluent, donc on va continuer avec les choses qui polluent parce que tant qu'à faire, ça peut être sympa. Ok. Bah alors d'ici là, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été là. Et en ce qui me concerne, moi, je vous retrouve de toute façon lundi matin pour le Morning Bull Live et pour le Swiss Bliss. Parce que là, demain, c'est Thanksgiving et vendredi, c'est congé. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.